Ce matin, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que Grok 3 était disponible en version bêta sur Twitter, sur l'abonnement gratuit. Alors que je pensais que c'était limité à l'abonnement Premium Plus. Bon, je sais pas trop quelle est la différence en fait, mais peu importe. J'avais profité du coup pour tester le Deep Search, le Deep Research, et on va faire d'une pierre trois coups. Je vais vous parler de la technique du rétro-prompting. On va comparer Deep Search de Grok avec la recherche profonde de Perplexity, voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, et je vais en profiter pour faire une recherche sur la question médicale, puisque comme vous le savez, sur cette chaîne, on s'intéresse à la question de l'immortalité et au changement de paradigme médico-scientifique qui est en cours. Et je vous le dis d'emblée, j'ai été à la fois dégoûté et émerveillé par les résultats. Allez, on regarde tout ça. D'abord, le rétro-prompting. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, en fait, c'est une manière d'apprendre le prompting en faisant l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire dans le prompt, on pose une question pour avoir une réponse. Eh bien là, on a déjà la réponse et on va chercher la bonne question. L'idée, c'est de prendre un domaine que l'on connaît déjà et de voir ce que l'on arrive à faire pondre aux IA à propos de ce domaine. Donc là, la question de la santé, ça fait des dizaines d'années que ça m'intéresse, que je fais des recherches personnelles dessus. Je ne suis pas médecin, mais je veux être en bonne santé. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec le système médical. Et c'est là où j'en arrive au côté à la fois dégoûté et émerveillé, c'est que, voilà ce que j'ai demandé ce matin. J'ai proposé les mêmes prompts à Grok et à Perplexity. Juste une petite phrase. Fais-moi un topo sur le nouveau paradigme médical émergent. Alors, j'ai un peu affiné ma question au fil du temps, évidemment, puisque c'était le but de l'exercice. Mais dans l'idée, c'est resté aussi simple que ça. Je vous montre les prompts que j'ai faits. J'ai testé en anglais pour voir s'il y avait des différences. Je vais en reparler. Mais à chaque fois, c'est une simple petite phrase. Explique les changements dans la pensée médicale, les nouveaux paradigmes sur la maladie et la santé, ou fais-moi un topo sur l'évolution des conceptions médicales relatives à l'origine des maladies et aux moyens de les traiter au cours de l'histoire. Voilà, c'est vraiment très simple, le point de départ. Eh bien, les synthèses qu'ils m'ont pondues, à la fois Grok et Perplexity, ça déchire. C'est vraiment équivalent à ce que moi j'ai pu réunir comme information sur des dizaines d'années de recherche. Alors à l'époque, on n'avait que Google, il n'y avait pas les IA et il n'y avait pas le Deep Research. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, le Deep Search, faites des tests avec, parce que là, si vous n'avez pas déjà utilisé cette fonctionnalité, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et comme je vous le montre ici, pour vous familiariser avec la chose, prenez un domaine que vous connaissez bien, et puis demandez-lui de vous faire un topo, voilà, sur peu importe. Et vous allez voir ce qu'il vous pond. Et là, j'insiste sur ce point parce que Internet, c'est vraiment beaucoup de données. Les données, si vous voulez, c'est une information, mais sans le contexte. Ensuite, on a l'information, où là, on va rajouter du contexte. En gros, l'information, c'est ce que nous donnent les médias, la presse, quasiment, avec une information filtrée selon des lunettes idéologiques. Bon, c'est difficile d'y couper, mais normalement, la charte de la presse indique que ça ne devrait pas être le cas, mais bon, peu importe. Ensuite, quand on met en lien ces informations et qu'on leur donne du sens, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser de manière concrète, applicable et pratique, on passe à la connaissance. Et enfin, la connaissance, quand on prend du recul par rapport à elle, qu'on est capable de la situer, de la remettre dans un contexte plus large, de l'adapter à différents contextes, là, on passe à la sagesse. Je ne dirais pas que ces IA nous proposent de la sagesse, et je vous montrerai la différence entre les deux tout à l'heure, mais on passe clairement, pour moi, de l'information à la connaissance, c'est-à-dire des synthèses d'informations dans laquelle on voit du sens émerger. Alors c'est nous qui guidons le sens qu'on veut, que l'on cherche, grâce à notre prompt. C'est pour ça que j'insiste, au début, pour vous familiariser avec ces outils ultra puissants, il faut faire du rétro-prompting. Prenez un sujet que vous connaissez déjà, sinon, si vous prenez un sujet que vous ne connaissez pas, vous aurez aucun moyen d'évaluer la pertinence des réponses. Donc ça, c'est une hygiène à adopter, de faire régulièrement ce genre de petit audit de votre capacité à prompter correctement. Je ne vous fais pas un cours dessus, je ne vous explique pas les différents prompts que j'ai essayés. Je pense que ça n'a pas trop grand intérêt. Vous êtes assez grand pour comprendre le principe du moment qu'on vous a expliqué l'idée.
Donc ouais, je suis dégoûté parce que, en fait, moi, c'est qu'il m'a fallu des années de boulot pour obtenir, parce que, regardez, pas ici, c'est pas un bon exemple, mais voilà, regardez la liste de liens de référence qu'il y a derrière. Avant, pour tomber sur ces liens et pour en faire une synthèse, je peux vous dire que il fallait déjà épurer tout ce qu'on trouvait, ce qui n'était pas de la tarte, et puis il fallait lire tout ça et se faire sa propre synthèse. Ça demandait énormément de temps. Donc là, avec un simple prompt d'une ligne, je ne veux pas être trop grandiloquent, mais je pense que c'est des semaines de boulot qui sont faites en... là, il y a plus, je sais plus s'il y a le timing dessus quelque part, mais Grok alors déjà, Grok est beaucoup plus rapide que Perplexity. Première chose que je note. Mais voilà, en même pas une minute, il a trouvé des sources pertinentes et il en a fait une synthèse cohérente de tout ça. C'est vraiment extraordinaire, cet outil. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas utilisé, à le tester et à ne pas négliger. Donc, c'est ça où c'est le côté où je suis aussi émerveillé. J'aurais aimé avoir ça plus tôt. Évidemment, après, toute la question, c'est de trouver les bons prompts. Alors maintenant, comparatif entre Grok et Perplexity. Bon, moi, ce que je voulais voir, quand j'ai posé ma question, c'était des choses comme biopsychosocial, médecine 4P, 3P ou 5P, peu importe la dénomination, microbiome. Première question que j'ai posée, je crois que je l'avais testé sur Perplexity. Voilà, la médecine 4P, ici, qui ressort, direct. Donc pour moi, c'était déjà très bon signe. Ensuite, transition du modèle curatif vers une approche préventive et prédictive. Là, j'applaudis des deux mains, parce que non seulement c'est exactement ça, mais en plus, c'est très bien expliqué, c'est très bien synthétisé. Alors après, là où j'ai été un petit peu déçu au départ, c'était quand j'ai vu... Moi, il me parlait beaucoup des technologies numériques, de l'utilisation des technologies numériques. Alors, pas que ça. Pas que ça. Mais moi, je m'intéressais surtout au changement de paradigme, pas forcément au changement de technologie médicale, mais au changement de la manière dont on conçoit la maladie. Au départ, c'était de ça que je voulais qu'il me parle. Et donc, je me suis rendu compte que mon prompt n'était pas bon. Alors, dans toutes mes demandes, il y en a une, et une seule. Donc là, c'est que je suis pas encore assez bon dans le prompting, où l'idée du changement de conception par rapport aux microbes est sortie. Et donc, quand j'ai vu le mot-clé microbiome, je me suis dit, ah, ok. Donc là, c'était quand j'ai fait une demande en anglais. Alors, je précise d'emblée, et ça peut se discuter selon les contextes, mais je donne un avantage à Grok, parce que je lui pose les questions en français ou en anglais, donc ici, ma question est en français, sa réponse est en français, mais sa bibliographie est en anglais. Et évidemment, sur les questions scientifiques, je donne l'avantage à la littérature anglaise. Alors que sous Perplexity, ses réponses étaient intéressantes, mais par contre, là, par exemple, ici, si je prends les 71 sources qu'il a consultées, vous vous rendez compte du truc, ça a duré 3 minutes et il a consulté, synthétisé, par rapport à la question que je lui pose, 71 sources. Bon, tout est français. Alors ça se discute, l'un comme l'autre peuvent avoir un intérêt, mais donc vous le savez, Perplexity va aller consulter les sources qui correspondent à la langue que vous utilisez, ce qui n'est pas le cas avec Grok. Bon, ça dépend des situations, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais en l'occurrence, moi, les sujets qui m'intéressent, souvent, je vais lire la littérature anglaise, donc c'est plus sympathique pour moi de pouvoir échanger en français, mais que derrière, les références sont anglaises. Voilà, à chacun de voir ce petit point-là. Les deux, honnêtement, sont au coude à coude. Mon dernier prompt, où je demande l'évolution historique des conceptions médicales. Ce que j'ai apprécié chez Grok, c'est ça, voilà. Le tableau synthétique. En plus, des explications qui sont très bonnes, des paragraphes. Donc, il fait ressortir les points clés. Il me donne une synthèse au départ. Ensuite, il fait un détail de chaque période, plus le tableau synthétique à la fin, et quelques compléments. Bon, voilà. La présentation est meilleure que sur Perplexity, où là, en fait, j'ai directement une synthèse, puis en fait, chaque période, mais c'est moins bien mis en valeur, même si les informations sont hyper intéressantes. Donc maintenant, les deux derniers points que je vais aborder, c'est parler un petit peu quand même du nouveau paradigme émergent, dont je vais vous parler sur cette chaîne, enfin dont je vous ai déjà parlé, et je vais continuer à expliquer. Alors, je ne vais pas refaire un topo là-dessus maintenant, ça c'est un peu ma fiche de synthèse qui résume un peu tout. Je suis en train d'améliorer, de rajouter des nouveaux volets. Et en fait, voilà, parmi les différents prompts que j'ai faits, le meilleur paragraphe que j'ai trouvé, c'est celui-ci
qui explique la transition du modèle biomédical traditionnel, a priori, à moins que vous ayez fait des recherches dans le domaine de la médecine, c'est celui que vous connaissez. Et ce paragraphe explique très bien les limites de ce modèle-là et pourquoi on est obligé de passer à un nouveau modèle. Alors ce modèle, moi je l'appellerais le modèle pasteurien ou le modèle mécaniste. Quand je vous dis que on traite le corps comme une machine dans laquelle on va réparer les organes, bon ben voilà, c'est ça le modèle biomédical traditionnel. C'est le modèle chimique, si vous voulez, de la médecine. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ce paragraphe est vraiment super. C'est le genre de choses que je recherchais, justement. Je voulais voir quel genre de prompt allait m'amener à ce genre de réponse. Le modèle biomédical, bien qu'efficace pour traiter les maladies aiguës, donc en fait la médecine d'urgence, montre ses limites face à l'épidémie de maladies chroniques, ou, alors c'est moi qui rajoute, maladies civilisationnelles. Diabète, pathologie cardiovasculaire, et si je reprends mon petit schéma synthétique, voilà, vous voyez ressortir l'inflammation, le syndrome métabolique, le diabète, et en dessous, après, il y a cancer, maladie cardiovasculaire et les démences. Donc voilà, là, son paragraphe, il est très succinct, puisqu'il ne mentionne pas les démences, les cancers, mais c'est l'idée. Donc, qui représente désormais 70% des décès globaux. L'OMS souligne que ces affections nécessitent une prise en charge prolongée intégrant des déterminants sociaux, comportementaux et environnementaux. Et c'est ça. Alors là, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour se soigner, alors il y a des déterminants sociaux, comportementaux et environnementaux. Toute la question, c'est de savoir dans quelle proportion. Environnemental, ça veut dire les pollutions de tout ordre. Les déterminants sociaux, c'est vous êtes pauvre ou vous vivez dans telle ou telle culture, jusqu'à quel point ça influence votre santé. Et surtout, le gros morceau, c'est les comportements. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que les maladies viennent des comportements et sont soignées par des comportements. C'est l'énorme changement culturel et paradigmatique qui est porté, entre autres, par Andrew Huberman. Et aussi Brian Johnson, l'entrepreneur qui veut devenir immortel. Il insiste beaucoup là-dessus. Et ça c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous regardez sur ma frise, la partie supérieure, vous voyez que je mets des haltères, un gars qui court, une assiette, etc. et de la méditation, et en bas à droite, là, un lit. C'est ça, c'est les comportements, c'est ça les déterminants de la santé qui font que soit notre santé se dégrade très vite, soit on reste en bonne santé. Et ça fait partie des clés fondamentales pour atteindre l'immortalité. Peu importe les médicaments ou les thérapies qu'ils vont trouver, régénératrices ou pas, ça va rien changer. Il faudra avoir une hygiène de vie à côté. Sinon, tout ce que vous utiliserez comme thérapie à côté, vous allez diminuer leur effet. Bref, donc ce constat a favorisé l'adoption du modèle biopsychosocial, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, formalisé par Engel en 1977, qui postule que la santé émerge de l'interaction dynamique entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Pour moi, en tant que yogi, ça a toujours été une évidence. Et en fait, j'ai toujours été en rébellion contre le système médical qui vient du modèle. Quand vous allez voir un médecin ou à l'hôpital, vous êtes face au modèle biomédical traditionnel. Et je me suis toujours dit, mais oui, ça a marché pour les cas d'urgence, mais pour le reste, c'était pas un bon modèle de santé. Donc là, avec un simple prompt, ce qui, moi, m'a pris des dizaines d'années à trouver des sources pour comprendre. Ah oui, d'accord, effectivement, il y a une recherche dans ce domaine, je suis pas le seul. Donc moi, c'était des intuitions que j'avais. Et là, ensuite, quand j'ai trouvé la littérature, j'ai vu qu'effectivement, voilà, il y a un vrai changement qui se produit en ce moment même depuis pas mal d'années, mais qui n'est pas très connu du grand public. Bref, donc pour moi, ce paragraphe était très important. Et quelque part, Grock, il fait un peu la même synthèse, là, quand je lui demande l'évolution des conceptions médicales, et après, je vais en terminer en vous parlant de la sagesse, vous allez voir, et je vais m'appuyer sur cette synthèse de Grock, mais donc 21e siècle, médecine personnalisée et préventive, parce que la médecine curative biomédicale, oui, c'est une fois qu'on est malade, oui, c'est sûr que ça sert. Quand on n'a pas une maladie chronique, ou quand on est en fin de vie, ça permet de prolonger de quelques mois l'agonie, mais il y a un problème avec. Donc, et là, c'est ce que dit précisément aussi ce petit paragraphe, c'est la même chose, grosso modo, que ce que dit Perplexity. Aujourd'hui, les conceptions incluent non seulement les maladies infectieuses, donc c'est l'ancien paradigme que moi j'appelle pasteurien,
mais aussi les maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, influencés par des facteurs génétiques environnementaux et de style de vie. Alors là, ils ne donnent pas les proportions, mais moi je vous le dis, hein, c'est le style de vie qui compte le plus. Les traitements sont de plus en plus personnalisés, basés sur le profil génétique du patient, avec des approches comme la médecine de précision. Alors là, c'est sûr que quand on va combiner le style de vie avec le profil génétique, là, on va exploser. La santé, d'ici, je ne sais pas, le temps que ce paradigme se diffuse dans la culture générale, c'est très long, mais d'ici la fin du siècle, les gens vont vivre en bonne santé. En tout cas, ceux qui feront l'effort de se renseigner sur ces sujets-là. Parce que c'est pas... Alors oui, certes, la médecine génétique et tout, il y a des choses qui coûtent très cher, mais une hygiène de vie, ça coûte rien. Au contraire. Si ce n'est des efforts personnels, mais au niveau des dépenses financières, ça rapporte, ça ne coûte rien. Voilà, donc l'approche One Health, formulée en 2004, intègre la santé humaine, animale et environnementale pour prévenir l'émergence des maladies. Alors là, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre humain et on pourrait rajouter aussi les microbes en plus des animaux et même le lien avec les végétaux. Donc on est dans cette révolution du paradigme médical et je vais passer au dernier point, la sagesse. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment prétendre à de la sagesse, sinon c'est un peu antinomique. Mais bon, je vais vous dire comment je vois la chose, comment on passe de la connaissance à la sagesse. En tout cas, je vous fais une proposition, à vous d'y réfléchir. Donc, médecine antique, avant 500, avant notre ère. Donc ça veut dire 500 avant notre ère, c'est la Grèce antique. Donc là, c'est avant la Grèce. La médecine, c'est des causes surnaturelles, des dieux, des démons. Alors, je sais plus où j'ai vu ça. Est-ce que c'est ici? Non. Bon, l'inconvénient, c'est que ce sont des synthèses, donc c'est un peu... on manque des éléments importants. C'est pour ça aussi que j'en profite pour faire un petit passage. Je vous propose des e-books sur cette chaîne. Oui, certes, les e-books sont payants, mais... l'idée, c'est que ce sont des synthèses qui vont vous permettre de vous immerger dans un domaine. C'est un peu le compromis entre le livre qui est long et ce genre d'outil qui vous donne une synthèse absolument géniale et fabuleuse, mais par contre, qui ne vous permet pas de vous immerger dans le domaine. Et en fait, quand vous lisez, si vous n'avez pas la signification des mots-clés qui sont derrière, vous loupez des trucs. Donc il faut lire des livres quand on veut vraiment s'approprier un domaine. Donc là, par exemple, ce qu'il manque, je vais essayer de vous retrouver ça. Je ne sais plus dans quel prompt c'était, je crois que c'était du côté Perplexity. Voilà. Les diagnostics assyrio-babyloniens reposaient sur un système complexe associant 6000 démons potentiels à des manuels de diagnostic et introduisaient une méthode systématique combinant examen physique et raisonnement logique. Voilà, comment on diagnostiquait à l'époque? Eh bien, on avait 6000 démons. Donc là, vous voyez, période antique, on loupe ce genre d'informations. C'est pas juste des anecdotes, il y a vraiment, je vais vous expliquer après, il y a vraiment des moyens de faire des liens avec d'autres choses après. Bref, ensuite on arrive à Hippocrate, le père de la médecine, qui introduit une approche naturaliste et surtout, en fait, qui rejette les causes surnaturelles. Alors à l'époque, donc, il développe la théorie des humeurs. Alors oui, aujourd'hui, ça nous fait un peu rigoler la théorie des humeurs, mais vous allez voir où je veux en venir. Effectivement, c'est vieillot et ça nous a donné... l'époque où on faisait au Moyen-Âge des saignées pour rétablir un peu les humeurs. Bon, voilà, c'était ce qu'on appelait l'époque de la médecine héroïque où, à partir du moment où le médecin intervenait, il y avait autant de chances que le médecin nous tue qu'il nous aide. Alors, Moyen-Âge, on retourne en arrière avec les conceptions influencées par l'Église qui remettent en avant des causes surnaturelles où la maladie était vue comme une punition divine. Évidemment, je saute la période Renaissance, mais bon, c'est l'époque où, voilà, je comprends que éthiquement c'est discutable, mais c'est la période où ils vont aller disséquer des cadavres pour essayer d'en apprendre plus, même si c'était interdit sur la maladie. Puis on arrive à l'époque pasteurienne, la découverte des germes, où l'on se rend compte que la maladie peut être causée par des microbes. Alors là, comme on était dans la période mécaniste cartésienne, que les scientifiques appellent l'époque de l'extériorisation de la nature, où la nature devient un ennemi quelque part, et où l'homme est extrait de la nature parce qu'il dispose de la culture. Bon, tout ça... L'opposition nature-culture, bon, ça a très très mal vieilli, maintenant on n'en est plus du tout là, mais c'est encore beaucoup, ça imprègne encore beaucoup la culture des gens et la culture médicale.
en général. Bref, et donc, ce que j'appelle le dogme pasteurien, c'est ça, c'est de réduire finalement la maladie à « oulala, il y a des méchants virus et bactéries autour de nous, et il faut lutter contre ». Bon, c'est pour ça que je cherchais cette histoire de microbiome, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a complètement changé. On sait que on a des microbes qui vivent avec nous, et que même un microbe inoffensif, comme le streptocoque doré, peut vivre avec nous sans causer aucune maladie, mais il peut aussi en causer, soit parce que son équilibre est perturbé, soit parce qu'il n'est pas au bon endroit dans le corps. Mais les microbes, en fait, aujourd'hui, font partie de la santé autant que de la maladie. Ensuite, il y a eu le XXe siècle, donc avec, en gros, le développement de ce que je vous raconte, et les antibiotiques. Et aujourd'hui, les antibiotiques, on en revient, parce qu'on se rend compte que on les a utilisés, en fait, comme des armes de destruction massive. Mais finalement, on arrive à de l'antibiorésistance, et on est obligé de remettre en cause le paradigme utilisé, parce que la vie s'adapte, tout simplement. Et on se rend compte que les antibiotiques n'étaient pas des armes à la base. En fait, c'est parce qu'on les utilise massivement qu'ils tuent certains microbes. Mais c'est pareil, si je vous fais boire 7 litres d'eau, vous allez mourir noyé. Est-ce que l'eau est nocive? Non, c'est parce qu'elle est utilisée massivement que ça vous tue. Là, et les antibiotiques, c'est pareil en fait. Donc aujourd'hui, il y a d'autres approches, notamment avec les virus phages, qui va permettre de déboucher sur d'autres traitement. Bref, mais l'idée, c'est surtout cette approche One Health, approche, on pourrait dire, holistique ou écologique, qui finalement, paradoxalement, c'est là où je voulais en venir, vous parler de sagesse, parce qu'elle intègre aussi les questions psychologiques. Finalement, on revient à des histoires d'équilibre, et ça se rapproche de la théorie des humeurs, quelque part. Alors, on va pas refaire de la médecine avec les 4 humeurs, c'est pas la question. Mais si vous voulez, l'idée c'était que le corps devait équilibrer ses humeurs, et que c'était ça qui entraînait la maladie. Et bien ça, on y revient. Le fait qu'il y ait des causes, à l'époque, dites surnaturelles. Bon, et bien là, on va pas revenir à des causes surnaturelles. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'il y a des causes psychologiques. Finalement, les démons n'étaient qu'une personnification de forces psychologiques. Aujourd'hui, on parlerait d'archétypes, par exemple, ou de forces préconscientes ou inconscientes. J'aime pas trop le terme inconscient. Mais bon, bref, vous voyez l'idée. Et en plus, maintenant que on sait qu'il y a un effet placebo, et ça, je vais en reparler parce que c'est vraiment fondamental à l'occasion. Il y a des causes de maladies qui peuvent être induites par des formes de rituels et des soins qui peuvent l'être aussi, tout autant. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple un peu prosaïque, mais pour que vous compreniez de quoi je cause, si on vous donne un médicament, la forme et la manière dont on vous donne le médicament va avoir un effet sur son efficacité. C'est-à-dire que si on vous fait une piqûre vite fait, ça aura moins d'effet par je sais pas qui, par un proche par exemple, ça aura moins d'effet que si c'est un médecin avec une blouse qui vient, qui vous le donne, et qui vous le donne sous forme d'un comprimé que vous devez prendre 2 fois par jour. Bon, je sais pas si l'exemple est parfait du point de vue médical, mais l'idée c'est ça, c'est que le rituel qu'on va mettre autour a un impact concret médical. Et finalement, à l'époque, ils n'avaient pas les antibiotiques, ils n'avaient pas les ceci, les radios et les cela. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les rituels. Donc quand il y avait le chaman qui venait, qui faisait des gris-gris et qui se mettait des plumes et je ne sais quoi, et en fait ça fonctionnait. Oui, certes, ça ne fonctionnait pas parfaitement. Mais de toute manière, ils n'avaient pas accès à autre chose. Mais cependant, ça existe et ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est en train de le reconnaître dans ce nouveau paradigme de santé unifiée, que l'impact du psychologique passe à travers l'utilisation de symboles et notamment l'étude de l'effet placebo. Donc, en fait, on est en train, aujourd'hui, avec la nouvelle médecine qui émerge, et ce que je vous dis, je ne sors pas de mon chapeau, j'amènerai les preuves. Allez voir la vidéo de Andrew Huberman sur l'effet placebo, vous verrez. Paradoxalement, on réintègre la sagesse, ou disons, les méthodes antiques, ou en tout cas certains principes de ces époques-là. Notamment la période grecque. On revient à ces histoires d'équilibre. Alors ça ne sera pas les 4 humeurs, il y a d'autres choses à équilibrer. C'est une nouvelle science à établir, qui se fait petit à petit. C'est un équilibre écosystémique entre nous, les microbes, la société et notre psychologie. Bon, voilà. Mais et après, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a aussi des équilibres acido-basiques, etc. Donc on y revient, en fait, avec une version améliorée, bien entendu. Et on va pas repartir non plus avec les 6000 démons babyloniens. Mais il n'empêche que il y avait
j'insiste beaucoup sur cette chaîne là-dessus, il y a une part de vérité, plus ou moins grande, partout. Et en l'occurrence, c'est vers ça qu'on va avec le nouveau paradigme médical qui est en train d'émerger en ce moment, le paradigme du 21e siècle, qui ne se pratique pas beaucoup pour l'instant en dehors de quelques universités ou hôpitaux de pointe. Je sais que ça existe en France, j'ai fait quelques recherches. Si vous mettez médecine intégrative ou médecine biopsychosociale, vous verrez, il y a des cliniques qui font ça. Elles sont pas nombreuses, mais elles existent. C'est des cliniques où vous aurez à la fois un acupuncteur, un psychologue, un cancérologue, un médecin traditionnel qui travaille main dans la main, et bien d'autres disciplines. Donc voilà, Deep Search ou Deep Research, vous avez ça, vous pouvez l'utiliser gratuitement, vous avez droit à 5 recherches sur Perplexity. Sur Grok, je ne sais pas, j'en ai fait combien? J'en ai fait 5 ce matin. Ce sont des outils proprement extraordinaires qui permettent de passer de l'information à la connaissance. Après, la sagesse, là, c'est autre chose, parce qu'il faut mettre en pratique tout ça, il faut faire des liens. Donc là, pour l'instant, les IA sont loin de faire ça. Tant mieux, ça nous donne encore une utilité et un rôle. Mais voilà, allez tester ces outils, et on va construire petit à petit l'humanité 3.0, des humains souverains. En tout cas, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Bien sûr, il y a d'autres civilisations qui sont possibles de construire. Moi, celle-ci me plaît. Et si ça vous intéresse, évidemment, abonnez-vous. Likez, ça aide la chaîne à grandir. Et si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. De toute manière, il y a d'autres vidéos qui viennent sur ces sujets-là. Je vous ai dit, c'est fondamental si on veut aller vers l'immortalité ou la mortalité. Je ne sais pas si on sera vraiment immortel, mais si on peut prolonger la vie de manière indéfinie, bah, ça sera déjà pas mal.